Alors, effectivement, on est sur une thématique réganienne et vous allez me dire, mais n'aurais-tu pas cherché un prétexte éhonté pour parler d'inspecteur Gadget? Oui, si, complètement, mais pas uniquement. Il y a vraiment une raison pour laquelle je l'intègre dans ce sujet sur Reagan, parce que je pense qu'Inspecteur Gadget, à bien des égards, c'est une série du milieu des années 80, et je pense qu'à bien des égards, elle cite la pop culture en vogue sous l'ère Reagan, de bien des façons. Donc, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de se replacer dans le contexte déjà de la série, d'où ça vient cette affaire, en fait. Bah, il faut savoir, ou plutôt il faut se rappeler que dans le milieu des années 80, sachant que c'est une série qui a été lancée en 83, puis reprise en 85 pour une deuxième saison, au début des années 80, donc, l'animation est un petit peu en perte de vitesse, et en particulier aux États-Unis. Il faut savoir que ce n'est pas la plus grosse période de Disney, parce que Disney est plutôt dans une logique de reconquête un peu du marché. C'est une période un petit peu transitoire, les années 80, et on n'est pas encore dans la grosse hype et le gros âge d'or de ma génération Disney, qui serait les années 90. On n'est pas encore là, on est vraiment 10 ans avant. Et en fait, il y a notamment des Français qui vont essayer de conquérir le marché américain, de flatter le marché américain. Et ça va être le cas pour un homme qui n'est pas un inconnu déjà à cette époque dans l'animation, qui s'appelle Jean Chalopin. Alors, il y a plusieurs noms à retenir pour la création d'Inspecteur Gadget. Donc, on peut citer donc d'une part Jean Chalopin, Yutaka Fujioka, mais également Andy Hayward, et puis Bruno Bianchi et Bernard Derriès. Donc, je vais vous préciser un peu qui sont ces messieurs. Déjà, Jean Chalopin, effectivement, si vous avez grandi ou même regardé la télé et des dessins animés dans les années 80-90, vous ne pouvez pas ne pas avoir vu les productions de ces messieurs, en particulier donc de Jean Chalopin, même si vous n'aviez pas conscience peut-être que c'était lui. Il s'avère qu'il est derrière énormément de productions de cette époque-là. Inspecteur Gadget, bien sûr, mais également Les Mystérieuses Cités d'Or, également Les Mini-Pousses, Ulysse 31, et déjà, on a Ulysse 31 justement à cette époque-là qui a le vent en poupe aux États-Unis. Donc, je vous l'ai dit, Jean Chalopin, ce n'est pas un inconnu. Il a déjà un carnet d'adresses bien fourni avec donc sa société de production, hein, diffusion, information, communication, donc DIC, qui s'écrit DIC, hein, donc faites attention à comment vous tapez ça dans un moteur de recherche, évidemment. Mais le fait est, sa société de production s'écrit DIC, DIC. Euh, et effectivement, ils sont à l'origine, comme je vous l'ai dit, d'un certain nombre de gros succès de l'animation. Et ce qui va se passer, c'est que Inspecteur Gadget va être créé littéralement en un quart d'heure, hein. C'est un peu ce que va dire Bruno Bianchi, c'est-à-dire que comme Jean Chalopin a déjà un bon carnet d'adresses, il va contacter Andy Hayward qui lui aussi est un nom important puisqu'il a travaillé avec Hanna-Barbera. Donc là aussi, c'est pas un nom inconnu, hein, du milieu. Et le fait est qu'ils vont aller recontacter notamment les animateurs japonais de Ulysse 31. Parce qu'il faut savoir que Inspector Gadget a sa place dans les séries réganiennes, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une série qui a été faite pour pénétrer le marché américain, et c'est une série surtout qui est un melting pot entre les frontières. C'est-à-dire qu'il faut compter sur le Canada, sur le Japon, sur les États-Unis et sur la France. Rien que ça. Par exemple, le Canada est important pour le doublage. Il faut savoir que le doublage que nous, on a connu en France, c'est pour la première saison un doublage qui est canadien, qui est franco-canadien, et pour la deuxième saison, là, ça va être un doublage beaucoup plus axé français-Europe. Mais en fait, les voix que vous avez connues dans la saison 1, ce sont les voix directement issues du doublage canadien. Elles n'ont pas été redoublées pour la francophonie, ce que je trouve par ailleurs assez cool, parce que c'est des voix un peu emblématiques, hein. Alors, le comédien de doublage de Gadget n'a pas changé, contrairement à tous les autres. Mais Gadget a gardé sa voix un peu identitaire. Et alors, c'est très intéressant parce que, justement, Jean Chalopin et toutes les équipes vont un peu voyager de lieu en lieu, hein. Jean Chalopin va notamment installer les bureaux à Burbank, hein, au sud de Los Angeles, et pour en fait réaliser un pilote
de la série, donc, qui va s'appeler Gadget au sport d'hiver. Donc, il deviendra par la suite l'épisode 65 de la série, mais voilà en fait à quoi ressemble Gadget. Vous le voyez sur mon petit slide. À la base, il a une moustache, donc c'est notamment Bruno Bianchi qui travaille sur le design. Il a une grosse moustache et de son véritable nom, il s'appelle Augustin Tamar. Cet épisode, il va être intéressant parce que il va poser les fondations de ce que va être la série Inspecteur Gadget, tout en gardant une identité un peu différente, cela dit. Par exemple, quelle est la plus grosse différence entre cet épisode pilote et les autres épisodes de la série? C'est déjà que Inspecteur Gadget n'est pas gangréné par sa maladresse qui est absolument identitaire chez lui. Il est même relativement malin, il apprend à éviter les pièges. Et finalement, on se retrouve dans une mouture qui est assez classique de ce que peut produire la Warner, justement, avec notamment Bibi Pécoyote, vous en rappelez, je vous en ai parlé dans une précédente intervention pour Pop en Stock. Du coup, effectivement, on a l'idée d'un inspecteur qui est envoyé en mission pour contrer une organisation criminelle du nom de MAD. Il va enquêter sur 3 enquêtes parallèles en plus, donc ça va être un petit peu décousu. Mais en tous les cas, on va avoir un inspecteur relativement malin. Relativement. Parce que justement, l'ambiance va un petit peu changer dans la suite de la série. Il est intéressant par ailleurs à noter que Darius avait rapporté le fait que quand ils ont travaillé à Los Angeles, ils ont fait le montage sonore avec des effets sonores en numérique, ce qui n'était pas du tout la mode à l'époque. C'était même quasiment une première, même à Los Angeles, qui était pourtant assez précurseur dans ce domaine. Donc, c'est vraiment pour vous montrer, ce que je vous dis, c'est vraiment pour vous montrer que c'était pas une petite série du tout. Il y avait même un budget conséquent, notamment pour le pilote. Et en fait, ça va bien marcher du côté des Américains, donc ça va être aussi apporté chez nous. Et donc, du coup, il va y avoir des épisodes qui vont être commandés, 86 épisodes, donc répartis en 2 saisons. Alors, vous allez me dire, mais quel est le déroulé typique d'un épisode de la série? En fait, c'est pas compliqué. Dans quasiment tous les épisodes, en fait, eh bien, on va avoir le chef Gontier. Donc, hop, ici, le chef Gontier, il est là. Et vous allez voir un premier rapport à la pop culture qui est assez évident. Le chef Gontier va donc apporter un message secret à l'inspecteur Gadget. Et le chef Gontier va toujours aller se fourrer dans des endroits improbables, comme ici une poubelle. Et encore, ce n'est pas le pire qu'il ait fait, mais voilà, par exemple, il va aller se cacher dans une poubelle pour contacter son inspecteur. Donc là, déjà, il y a quand même une grosse dimension Mission Impossible, donc, qui, comme vous le savez, avant d'être une série de films campée, puis carrément même pilotée par Tom Cruise, c'est surtout avant tout une série télévisée, précisément, une série télévisée d'espionnage. C'est quelque chose d'assez important. Et là, on retrouve un petit peu notre ère réganienne avec ce côté où on va défendre nos frontières contre un ennemi. Donc là, ici, pour Gadget, c'est complètement ça. Et le côté parodique, la preuve, à mon sens, que les créateurs de Gadget connaissent bien la pop culture américaine qui plaît à ce moment-là, c'est que justement, on va avoir ce délire du message crypté, ou plutôt du message codé, parce que c'est pas codé, c'est pas crypté, c'est juste un télégramme qui lui annonce sa mission. Mais en fait, comme dans un Mission Impossible, on a sans arrêt l'idée que le message s'autodétruira. Or, chez l'inspecteur Gadget, le message qui s'autodétruit termine immanquablement dans la figure du chef Gontier, quoi qu'il fasse. Ça reste une mécanique de cartoon, une mécanique d'humour qui va déjà contribuer à parodier tout ça. Ensuite, on a quand même un petit côté James Bond complètement assumé. Et j'irais même jusqu'à dire l'homme qui valait 3 milliards. Il y a un peu de ça. Alors, le fait est pour les enfants, certes. Alors, vous le savez, j'ai tendance à vous parler de choses qui m'ont marqué, ce qui est normal, on est là aussi pour ça. Pourquoi Gadget m'a marqué? Parce que, de mémoire, alors bon, moi, bien évidemment, j'ai découvert ça plutôt dans les années 90, donc à l'époque où c'était déjà rediffusé, mais je me rappelle que ça passait avant de partir à l'école. Je regardais ça avec mon papa. Et en fait, d'aussi loin que je me souvienne, Gadget est le premier exemple de cyborg
qui m'ait été donné de croiser. C'est ma première rencontre avec un cyborg et ça m'a donc évidemment passionné parce que, alors, on ne connaît pas beaucoup l'origin story de Gadget. Hein. Euh, En gros, d'après ce que dit le livre que je vous ai montré comment dire, la collector DVD, apparemment, il aurait eu un accident de banane. Donc, on suppose qu'il a glissé sur une peau de banane et voilà, il a eu un accident. Alors, c'est un peu moins glorieux que pour l'homme qui volait les 3 milliards, je vous l'accorde, mais il se trouve qu'il a été bardé de gadgets, un peu littéralement de partout, hein, de son chapeau jusqu'à ses pieds. Il en a une palanquée. C'est une espèce de Mary Poppins high-tech, d'une certaine manière. Et justement, son but, quand il est envoyé en mission, c'est de contrer les agents de MAD, donc méchants, affreux, diaboliques, hein, ça pose l'ambiance. Il va devoir contrer cette organisation criminelle menée tambour battant par ce personnage-là qui est assez exceptionnel, qui fait beaucoup penser au Spectre, par exemple. Là aussi, on retrouve le côté pop culture et le côté James Bond, parce que bien évidemment, il est planqué dans un château qui rappelle par ailleurs énormément la Transylvanie. L'un des épisodes se passe bien sûr en Transylvanie. Et alors, il faut que je vous parle de Gang quand même, parce qu'il y a toute une légende qui court autour de lui. Le principe, vous l'avez vu, c'est qu'on ne voit que son chat, ses mains et le dossier de son fauteuil. On ne le verra jamais, au grand jamais, physiquement. Et ce qui s'est passé, c'est que Bruno Bianchi a fait une blague. Il a produit ce dessin avec l'idée que Gang serait peut-être en fait un petit extraterrestre, j'allais dire mignon, mais pas spécialement en fait, un petit extraterrestre en tout cas avec des mains téléguidées. Donc en fait, c'est un troll, hein, c'est faux. Lui-même a désavoué ça, c'était juste un prank, on pourrait dire. Et il y a eu autre chose aussi, ça c'est hérité des jeux vidéo. Il y a eu cette figurine-là. Donc en fait, là où vous voyez que les Américains sont particulièrement malins, on n'oublie pas de vendre, hein, on planque volontairement le visage de la figurine dans le package et on découvre cette image de très vieux monsieur. Voilà, mais en fait, ça, malheureusement, on ne peut pas trop le considérer comme canon dans le dessin animé, puisque rien dans le dessin animé ne valide le physique du Dr. Gang. Donc, on va vraiment avoir cette idée, un personnage ultra charismatique en ayant juste les mains et le fauteuil. Voilà, avec une totale logique de film d'espionnage. On a une logique aussi de terrorisme de masse, hein, puisque Gang, comme c'est original, me direz-vous, veut prendre le contrôle du monde par divers moyens, en se débarrassant des ressources, en braquant toutes les richesses du monde, enfin bref. En tous les cas, Gadget est celui qui va se dresser contre cette organisation criminelle. Mais c'est là que ça va se gâter, précisément. Parce que quand il arrive sur les lieux du drame, il va systématiquement se mettre à poursuivre et à interroger les mauvais suspects. Il se plante en permanence. Et les seuls qui peuvent rétablir la situation, ce sont ces deux-là, Fino ou Brain et Sophie ou Penny dans la version anglaise. Alors, Fino, lui aussi, il a une résonance particulière pour les enfants de mon époque et pour moi à l'âge adulte. Ça fait partie des premiers animaux résolument anthropomorphes que j'ai pu croiser. Je suis quelqu'un, par exemple, qui admire énormément les studios Hardman en Angleterre, qui sont les studios notamment à l'origine de Wallace et Gromit. Il est évident qu'un jour ou l'autre, je vous parlerai de Wallace et Gromit, parce que alors cela vraiment mes chouchous. Je vois que Sébastien acquiesce, tout pouce levé. Voilà, pour moi, les studios Hardman, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. À partir du moment où ils sont restés en Angleterre, quand ils ont collaboré avec les États-Unis, malheureusement, ça s'est très très mal passé. Mais voilà, malheureusement, mais leur histoire anglaise et leur studio londonien sont quand même à l'origine de justement ces personnages anthropomorphes, de Shaun le Mouton aussi notamment. Bref, ça, je vous en parlerai un jour, c'est promis. Le fait est, pour en revenir à Fino, puisque c'est quand même lui le sujet, donc, c'est un chien, comme je l'ai dit, anthropomorphe, qui marche sur ses deux pattes. Enfin, il peut marcher à quatre pattes, mais comme vous le voyez, il peut parfaitement être debout comme un être humain. Et Gadget est le seul à le considérer comme ce qu'il est, c'est-à-dire un chien. En revanche, Sophie bénéficie du bénéfice du doute, de la magie de l'enfance qui lui permet de dialoguer littéralement avec son chien. Fino s'exprime dans un espèce
de dialecte canin, on pourrait dire, fait de borborigme globalement, mais Sophie le comprend. Sophie le comprend sans aucun problème. Et Finot a une particularité, c'est que d'une part, il est extrêmement intelligent, hein, vous comprenez le jeu de mots en français, et brain, ça dit bien ce que ça veut dire. Donc il est extrêmement intelligent, et surtout, il est envoyé souvent en catastrophe par Sophie pour servir d'ange gardien à son oncle, parce que Inspecteur Gadget est d'une maladresse légendaire justement dans la série. Il se fait piéger en permanence et Finot est là pour prendre les pièges à sa place. Vers la fin de l'épisode, Sophie intervient, armée de son livre ordinateur et de sa montre avec laquelle elle communique avec Finot. Et par le miracle de la technologie, eh bien, elle résout les énigmes les plus complexes et désamorce les pièges les plus mortels. Elle appelle le chef Gontier et Gadget récolte absolument tous les lauriers alors qu'il n'a strictement rien compris à ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, plusieurs choses à se dire, justement, par rapport à l'époque réganienne et par rapport à la pop culture. Déjà, d'une part, il est intéressant de voir dans la relation entre l'oncle et sa nièce, déjà de voir que les rôles sont inversés. Il y a une propension à l'éducation, pour deux raisons. Déjà, d'une part, parce que Sophie est beaucoup plus adulte que son oncle à certains égards. C'est elle qui recommande à son oncle de faire attention et non pas l'inverse, parce qu'elle connaît sa maladresse. Et puis, autre chose, par rapport au fait de transmettre des valeurs, par rapport au fait d'éduquer notamment la jeunesse, alors la jeunesse notamment américaine, hein, mais pas seulement, ça marche aussi pour la France. J'ai vérifié, c'est dans la version anglaise comme dans la version francophone. Il y a à la fin des épisodes une petite leçon de morale, une petite leçon d'éducation sur la vie, sur comment traverser la rue en étant attentif, comment bien se comporter à la maison, comment faire attention avec les produits ménagers, enfin j'en passe. Bref, une petite leçon de vie qui va aider les enfants à traverser en fait le quotidien et à faire attention. Ça, vous l'aurez remarqué, je pense, c'est une dynamique qu'on retrouve dans plusieurs séries de l'époque. Il y a vraiment ce côté éducation, il y a vraiment ce côté on transmet les valeurs, on transmet l'éducation. Autre chose aussi, je vous ai parlé de certaines valeurs américaines, le fait que, alors déjà, il faut savoir que les aventures d'Inspecteur Gadget se passent à Metro City, donc qui est une ville qu'on peut imaginer à la frontière entre plusieurs logiques américaines, européennes. C'est pensé comme étant une grande mégapole, hein. Et puis, donc, effectivement, à chaque fois, Gang va essayer de se débarrasser de son ennemi juré, hein, qui serait évidemment Gadget. Je trouve intéressant l'idée qu'on ait quelque chose de James Bond et des films d'espionnage. C'est l'idée vraiment qu'on ait un ennemi souvent invisible, du moins dans une majeure partie de l'épisode, mais qui va menacer la sécurité nationale, voire même la sécurité mondiale. Il est bien évident que la juridiction de Gadget ne se limite pas à faire traverser la rue. Loin de là, c'est un inspecteur, et c'est surtout un inspecteur qui est envoyé sur les missions les plus périlleuses, qui est considéré comme étant un fin limier, alors que ce n'est absolument pas le cas. Il n'a pas dessous de jugeote. C'est bien davantage un anti-héros qu'un héros. Mais le fait est, on a l'idée de ce triomphe perpétuel du héros, quels que soient les dangers. Ça fait un peu penser dans un autre style, dans un style peut-être plus enfantin, certes, mais ça fait un petit peu penser à MacGyver et sa fameuse organisation Phoenix, hein, secrète, où finalement on ne sait pas quel est le vrai métier de MacGyver. Je ne l'ai jamais su. Jamais su. Il fait tout, ce type-là. Et Gadget, c'est un peu pareil. Il a toutes les juridictions possibles et imaginables. Son boulot, c'est d'arrêter Gang. C'est tout. C'est tout, c'est d'arrêter la menace terroriste de Gang. Chose qui me semble également intéressante, hop, c'est les citations aussi qui peuvent émailler la série. Dans un épisode, Gadget est envoyé dans l'espace. Il a tout fait, Gadget, hein, du fond des mers jusqu'à l'espace, il est allé partout, hein. Il y a lui, il s'appelle Harold, et c'est quand même une énorme citation à 2001, Odyssée de l'espace. Là, je pense que c'est difficilement dissimulable, puisqu'il tient exactement le même rôle que l'ordinateur dans le film. Et il y a même les rédacteurs de l'ouvrage que je vous ai montré se sont même amusés à une autre comparaison, en disant que les Wachowski, c'était peut-être, alors ils blaguent, hein, je pense qu'ils blaguent, mais peut-être les Wachowski se seraient-elles, pardon, inspirées de Gadget pour Matrix. Pourquoi ils disent ça?
parce qu'en fait, dans l'un des épisodes, Gang a inventé un système pour que ces hommes de main puissent passer au travers du téléphone et se dématérialiser. Donc voilà, ça amène les rédacteurs à plaisanter un petit peu en disant qu'il y a quelque chose de pré-Matrix là-dedans. Et je trouve ça intéressant au niveau de la pop culture. En fait, je me fais la réflexion qu'on est dans la situation inverse d'une série très en vogue à l'époque aussi, très réganienne, puisqu'elle parle aussi du Vietnam, qui serait l'agence touriste ou A-Team. Parce que dans A-Team, déjà, on est dans une équipe soudée, dans une équipe de mercenaires, et, et on est dans l'idée que chaque membre de l'équipe est un crack dans sa partie. Hein. Looping est le pilote, Futé est l'expert du déguisement. Bon, j'en passe. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas revu A-Team, faites-le. Elle a vieilli, mais ça reste toujours une excellente série. Et là, du coup, on est dans le pendant inverse. On a l'idée d'un héros supposément solitaire qui représente limite une armée à lui tout seul, mais qui est quand même assisté dans l'ombre, justement, par une petite fille qui doit avoir 8 ans et par son chien. Chose intéressante, la dichotomie aussi assez nette, mais vraiment même transparente, entre les gentils et les méchants. Comment est-ce qu'on reconnaît un méchant dans Gadget? Il a les sourcils froncés. Si un personnage a les sourcils froncés, c'est un méchant. Et ça ne suffit pas à Gadget pour tirer le bon numéro. Il se plante en permanence et il fait constamment confiance aux gens qui ont les sourcils froncés. Ce qu'il ne faut pas faire évidemment. Et surtout, il se met sans arrêt à pourchasser son chien qu'il ne reconnaît jamais parce qu'il est déguisé et il est incapable de reconnaître Fino, qui est la caution cartoonesque hein, de Gadget aussi. Et chose intéressante, Gadget a-t-il vraiment besoin de Fino? Et ça m'amène à penser à quelque chose que j'appellerais la technoféerie, la technologie magique, en fait, quelque part. Parce que c'est une espèce d'homme à tout faire, c'est une espèce de couteau suisse à échelle humaine, Gadget. Et il y a une autre particularité qui participe à l'humour, c'est qu'il a une chance absolument désarmante, d'une part. D'autre part, il a Fino qui est toujours en train de couvrir ses arrières et à le guider là où Sophie veut qu'il aille. Et il y a une troisième chose, c'est que ces gadgets, qui sont censés être la fine fleur de la technologie, plantent en permanence. Il est sans arrêt en train de se faire désobéir par ces gadgets. Et pourquoi je parle de technoféerie? C'est que pour déclencher les gadgets, il faut un nom de commande qui tient de la formule magique, le fameux Go-Go Gadget à ouvre-boîte, à lampe torche, à marteau, au manteau, tout ce que vous voulez. Il y en a une sacrée palette. En tout cas, il faut qu'il y ait ce nom de code, cette formule magique prononcée par Gadget pour que le gadget adéquat se déclenche. Enfin, du moins le gadget qu'il aimerait voir déclenché, mais 8 fois sur 10 à peu près, c'est un autre gadget qui se déclenche. Alors je me suis dit, mais comment ce type… Alors oui, certes, on est dans un cartoon, mais quand j'étais enfant, je me disais, mais comment diable ce type, déjà, d'une part, peut être policier, et d'autre part, comment arrive-t-il à s'en sortir en permanence? Eh bien, je pense qu'il y a une certaine forme d'intelligence de sa propre technologie qui va le défendre malgré lui contre les adversaires. Parce qu'en règle générale, quand les gadgets se plantent, eh bien, ça va sauver Gadget d'une situation qu'il n'avait pas prévue. C'est souvent ça qui va se passer. Et je pense qu'il y a quelque chose qui participe évidemment à l'humour de la série, mais il y a quelque chose aussi qui participe de l'émerveillement technologique et de la féerie technologique qui serait ici présentée aux enfants. C'est le cas notamment pour le livre ordinateur de Sophie, que je vous ai montré, qui est un livre qui permet absolument tout. Aucun gamin au monde ne pourrait avoir accès à une technologie pareille, même James Bond aurait de quoi pâlir, mais pourtant Sophie possède cet ordinateur et peut absolument tout faire avec, décrypter des langages anciens, déverrouiller des sécurités. Enfin, c'est vraiment la boîte à malice de Sophie. Donc voilà, je pense qu'il y a de ça. Et puis, il faut préciser autre chose, c'est qu'il est difficile à abattre, Gadget. Vraiment, vraiment. Il y a un épisode où il est capturé par un méchant sous couvert de contrôle médical complètement foireux, évidemment, hein, c'est faux, mais lui, il va foncer dans le piège tête baissée. Et en fait, le médecin, ou soi-disant médecin, est évidemment un agent du Dr Gang. Et en fait, il va passer tout l'épisode
à essayer de le tuer en le mettant dans des machines infernales. Vous me direz, c'est ce qu'ils font à chaque fois. Oui, mais en fait, dans la plupart des épisodes, on essaie de le faire tomber dans des pièges. Non, c'est vraiment, on le met dans des machines pour le tuer. Et ça ne va pas marcher. Il est ultra résistant. La technologie qui l'environne, c'est quasiment le Terminator, le bonhomme. Vraiment, il est d'une résistance incroyable. Il est écartelé dans tous les sens, mais ses membres télescopiques ne cèdent pas, à tel point que le méchant va finir par tomber en dépression parce qu'il a même plus besoin de finaux à ce stade. On comprend que sa technologie est quasiment. Pour autant, elle a l'air de ne jamais passer le contrôle technique, mais pourtant, elle est indestructible. C'est un paradoxe qui va se poser ici. C'est ce qui me fait dire que peut-être les gadgets de l'inspecteur sont peut-être un peu plus intelligents qu'il n'y paraît. Chose aussi à préciser, alors j'aime beaucoup, j'ai parlé, ah oui, c'est vrai, lui, j'en ai pas parlé, j'ai oublié. Oui, dans la pop culture, les super-héros aussi, évidemment, Catman. Alors lui, c'est un super-héros au rabais qui va intervenir dans la saison 2, qui va devenir l'assistant de Gadget et qui va être encore plus ridiculement protocolaire que son mentor. Il va être encore plus maladroit, plus stupide, pourrait-on dire. Parce que finalement, c'est peut-être ça aussi qu'il faut dire de Gadget. On peut le prendre pour un individu stupide. C'est pas aussi simple. Je pense qu'il est intelligent, mais il est ridiculement protocolaire. Y aurait-il une moquerie du système administratif français et américain de l'époque, voire même de toutes les époques pour le coup? C'est pas impossible, parce que la rigueur morale, la rigueur légale de Gadget est à ce point ridicule, à ce point protocolaire, qu'elle participe à sa maladresse. Il est sans arrêt en train d'essayer de respecter ce qu'il aurait après l'école de police. Et évidemment, avec des agents de maths qui ne jouent jamais franc jeu, ça ne marche pas. Et pourtant, il s'en sort tout le temps. Donc, il y a peut-être une critique aussi, plus ou moins déguisée, du système. C'est un peu pour ça que j'ai nommé ma communication du sable dans les rouages. C'est parce que en étant le digne représentant du protocole policier, du protocole de l'enquête policière, Gadget constitue lui-même le grain de sable dans le système, en fait. Il n'est pas un policier lambda pour bien des raisons, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Mais voilà, je pense qu'il y a tout ça à dire de Gadget. Et peut-être une dernière chose, là c'est plutôt une anecdote personnelle pour la blague. Gadget m'a marqué à bien des égards parce que, à mon sens, et on retrouve un petit peu l'anthropomorphisme qui m'a tant marqué chez Finot, on retrouve le chien, le chat, un couple légendaire dans les cartoons évidemment. Matcha, donc le chat de Mad, hein, littéralement, est donc le chat au sourire carnassier du cruel docteur, et il est toujours en train d'éviter le poing de son maître en bondissant dans un tiroir quand justement son maître se fâche parce que Gadget est toujours en train de lui échapper. Et il y a une petite anecdote personnelle que je ne résiste pas au plaisir de vous raconter pour conclure. Gadget me marque quasiment à chaque fois que je prends un thé. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais petit, donc pour moi, matcha, c'était matcha. Et quand j'étais petit, on m'a parlé d'un thé qui s'appelait le thé matcha. Et à l'époque, je ne savais pas l'écrire. Moi, j'entendais matcha. Et bien sûr, à mon grand désespoir, j'ai grandi après. J'ai grandi et j'ai appris à l'écrire. Eh bien, croyez-moi pas, je pense encore au matcha à chaque fois que je bois du thé matcha. Donc voilà, si un jour vous voulez me faire le plus beau des cadeaux, vous m'offrez 500 grammes de thé matcha avec l'autocollant de la tête du chat dessus. Je serai aux anges si vous faites ça. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.